Qu'est-ce que ça apporte d'être dans le flow? Le flow nous apprend à canaliser notre énergie, le flow régule les émotions, développe la concentration, rend plus heureux d'une certaine manière. Donc c'est intéressant à une époque où nous deux, on a l'impression que les gens, parce que les gens, on les rencontre tous les jours dans nos activités d'hypnothérapeute, les gens sont déconnectés d'eux-mêmes, leur attention est fragmentée, et donc revenir sur soi, revenir sur la simplicité des petites actions simples, des petites choses simples, peut faire une différence considérable jour après jour sur le long terme. Bonjour Manu. Bonjour Valérie, comment Oh, vas-tu? ah bah, c'est ce que j'allais te demander. Bah écoute, moi je vais bien. Je suis contente de faire à nouveau un podcast avec toi. Ça faisait longtemps. Ben, je partage ça, je suis content aussi, je suis ravi de te retrouver. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait de podcast ensemble. Donc voilà, bon, tu vois, je suis un peu rouillé d'ailleurs, ça s'entend. Alors de quoi on parle aujourd'hui, Valérie? Alors aujourd'hui, on a décidé tous les deux de vous parler du flow. Alors j'imagine que certaines personnes connaissent peut-être déjà ce que c'est et d'autres, ça va être une découverte. Donc on se propose de d'abord vous faire une définition, vous expliquer un petit peu d'où vient ce terme. Et puis ensuite, bah, on développera en présentant bah, comment ça se manifeste dans le quotidien, en quoi c'est important, qu'est-ce que ça a comme conséquence sur notre cerveau, sur notre fonctionnement, sur nos émotions, etc. Et puis bah, on vous donnera aussi quelques exemples concernant l'utilisation ou en tout cas les parallèles et les différences qu'on peut trouver entre l'état de conscience dans lequel on est lorsqu'on est dans le flow et les états de conscience modifiés qu'on peut expérimenter en état d'hypnose. Voilà, est-ce que j'ai tout dit Manu? Je pense que tu as à peu près tout dit. Peut-être qu'on peut se présenter parce que les gens ne nous connaissent pas forcément. Et pourquoi ce sujet-là et pas un autre? Pourquoi ça nous intéresse? Pourquoi c'est important? Ah oui, c'est une bonne idée de rajouter cette dimension-là. Bah vas-y, je te laisse commencer. D'accord, donc moi je m'appelle Emmanuel, enfin Manu, quoi, Manu Winter. Je suis hypnothérapeute sur la région de Mâcon, d'accord? Et je fais aussi pas mal de podcasts, bah, notamment on en a fait pas mal ensemble pour s'adresser à des hypnothérapeutes ou aux personnes dans le grand public, en fait, des gens normaux qu'on reçoit tous les deux dans nos cabinets. Et donc l'hypnose, on voit à peu près à quoi ça correspond, donc je pense que c'est pas pertinent de développer ce que c'est, mais globalement, ce qu'on cherche à faire, c'est participer à l'amélioration de la qualité de vie chez les gens par la régulation, la libération émotionnelle, par l'apaisement du corps, du système nerveux, ce genre de choses. Et donc, on s'intéresse naturellement à tout ce qui se ramène aux états de la conscience, en fait. Qu'est-ce que ce sera les états de la conscience? Ben, je ne suis pas dans le même état, par exemple, le matin et le soir. Je ne suis pas dans le même état quand je travaille ou quand je regarde la télé. Je ne suis pas dans le même état de perception quand je suis en hypnose ou quand je suis en train de dormir, par exemple. Voilà ce que je peux en dire. Euh, à toi, qui es-tu? D'où viens-tu? Alors, bah moi je m'appelle Valérie Sten. Je suis hypnologue, alors c'est comme ça que je me présente maintenant. J'ai longtemps hésité entre le terme hypnotiseur, hypnotiste, hypnothérapeute. Et finalement, hypnologue, c'est ce qui me ressemble le plus parce que j'ai une formation en psychologie clinique et neurosciences cognitives. Donc il y a ce côté quand même où j'ai une Une démarche formation assez scientifique, solide. Comment? une approche scientifique. Voilà, scientifique, et puis des notions de psychopatho et aussi en neurosciences cognitives. Donc voilà. Et moi, j'ai en fait, deux types de clients, des particuliers avec qui on va travailler ben, tout ce qui est émotion, et puis aussi des choses ponctuelles hein, comme le deuil, des choses comme ça, les difficultés d'endormissement, les troubles du sommeil. Et puis, j'ai une casquette où j'accompagne les entrepreneurs dans bah, tout ce qui peut bloquer dans le quotidien. Ça peut être la procrastination, ça peut être la gestion des émotions liées à l'entrepreneuriat, ça peut être les blocages qu'on a et on ne sait pas trop pourquoi. Par exemple, on n'arrive pas à passer au niveau suivant. Voilà, en gros. Et bah, le sujet du flow m'intéresse aussi. Enfin, je me suis intéressée à cette question à titre, bah oui, par rapport aux neurosciences, mais aussi à titre personnel,
puisque c'est un état que je ressens, par exemple, quand je fais de la musique, comme je suis musicienne, ou quand j'écris. Euh, et voilà, donc à titre professionnel et à titre personnel, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Tu es musicienne et écrivaine. Tu n'en parles pas souvent, mais C'est vrai. ouais. Tu t'ennuies jamais en fait. Ah, bah on en parlera de l'ennui. Tu fais bien de le souligner. Moi, je suis un grand défenseur de l'ennui. Euh, voilà. Ce qui est une forme de résistance sociale à notre époque. T'as On raison. avait, bon, voilà, donc voilà qui nous sommes. Bon, on fait de l'hypnose, hein, dans des cadres plus ou moins différents. Et donc, on avait dit qu'on allait donner une définition du flow, enfin la définition originelle, et puis après développer un peu les variantes, comment on peut le comprendre aujourd'hui. Oui, Et ensuite, tu nous parleras de l'aspect neurosciences de ce concept. Et ensuite, on va parler surtout, je pense, c'est ce qu'on avait dit, de relier ça à des situations concrètes pour qu'on puisse se représenter ce que ça peut apporter, quel intérêt ça a, et de pas s'enfoncer dans les abstractions. c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est le flow? C'est un état optimal de concentration et de plaisir. Vraiment, la définition minimale qu'on peut donner, c'est vraiment comment on se sent, comment on est dans certains types d'activités. La notion d'activité, elle est importante par rapport à ce concept, où on peut perdre la notion du temps, il y a un oubli, il y a une sorte d'oubli de soi-même, c'est-à-dire qu'il y a une fonction, une fusion de la conscience et de l'activité. Tu parlais de la musique, je prends ma guitare et dans certains moments, quand j'ai de la chance, je suis complètement dedans, je ne suis plus tout à fait moi-même, je ne pense à rien et il y a vraiment une fusion avec l'activité. Donc une sensation d'harmonie, une sensation d'efficacité sans effort, sans forcer, sans fatigue, qui procure de la joie, qui procure de la fierté, un sentiment d'accomplissement. Donc c'est quelque chose de très important, cette notion de concentration totale et d'absence de pensée, d'absence d'anticipation, de réflexion, de mental. Vraiment, on est à 100% dans ce qu'on fait. Donc des exemples, on pourrait en trouver plein, on va en donner. Un mot sur l'origine de ce concept, ça vient d'un auteur, un psychologue qui s'appelle Mirali Csikszentmihalyi. J'ai réussi du premier coup à le, Bravo. à le dire. Je crois qu'il est roumain ou polonais, donc la diction est difficile pour nous autres, quoi. Qui a écrit un livre qui s'appelle Le Flow, donc il a donné ce nom-là à cet état modifié de conscience. Et en fait, il s'agissait principalement d'expériences de psychologie sociale où les gens étaient équipés de beepers à l'époque, les années 90, hein, qui sonnaient de manière aléatoire et suivant enfin, les gens devaient noter leur niveau de bonheur, leur niveau de bien-être, leur niveau de fatigue et tout un tas de critères comme ça. Et en fait, l'auteur a pu établir des corrélations, voire des causalités, enfin des liens entre l'activité qui était pratiquée et comment les gens se sentaient. Et ce qu'il est ressorti, c'est que ce qui favorise cet état de flow, c'est de pratiquer certaines activités qui vont mettre en jeu les compétences de la personne. Il faut qu'il y ait un certain niveau de difficulté à surmonter, mais pas un niveau excessif. Il peut y avoir une part d'aléatoire, la gestion des éléments aléatoires et le fait aussi d'avoir un objectif clair, un objectif précis à remplir. Donc, il faut qu'il y ait un objectif. Le fait d'être concentré plus sur le processus que sur le résultat, d'accord? C'est-à-dire que l'action est sa propre satisfaction, en fait. C'est pas le résultat, c'est le fait de faire quelque chose qui apporte ce plaisir. Et surtout, où il y a quand même il y a un droit à l'erreur, il y a un droit de se tromper, de recommencer, d'échouer. C'est-à-dire que les enjeux sont quand même limités. Et ça, je pense que c'est le plus important pour terminer là-dessus, c'est le fait que les distractions soient limitées et qu'on ne fasse qu'une chose à la fois. Voilà pour ce concept. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il a posé un cadre théorique relativement clair et approfondi
pardon, sur quelque chose qui semble évident, en fait. Enfin, comme beaucoup de choses C'est vrai. qu'on va chercher à démontrer, on peut se dire, bah oui, effectivement, il n'y avait pas besoin d'écrire un bouquin là-dessus. Mais lui, il l'a fait et ça permet aussi de prendre conscience du fonctionnement de notre mental, de notre esprit, quoi. Par contre, le problème, et c'est là que ta présence est indispensable pour cette discussion, c'est que à l'époque où ça a été écrit, euh, ça remonte pas très loin, c'est moins d'une trentaine d'années, mais les neurosciences étaient considérablement moins avancées qu'aujourd'hui, donc ça reste extrêmement superficiel au niveau de la neurophysiologie. Parfait. Bah, je te propose que tout à l'heure, dans un second temps, on revienne sur la dernière partie de ce que tu as dit concernant ben, l'intérêt que ça peut avoir dans le quotidien, etc. Puisque le but, c'est quand même que toutes ces définitions aboutissent à quelque chose de concret et d'actionnable, quoi. Je voudrais compléter ta définition, du coup, avec le regard neuroscientifique. Ce qui est très intéressant, c'est que quand cette étude a été faite, ben, finalement, tout ce qu'il en a dégagé, ça a été par la suite confirmé par les neurosciences, en particulier grâce à l'imagerie cérébrale fonctionnelle. Donc juste une très très rapide explication sur ce que ça veut dire imagerie cérébrale fonctionnelle. C'est quand on va observer le fonctionnement du cerveau en mouvement. C'est-à-dire pas juste prendre une photo, mais enregistré sur une certaine durée, donc ça peut être par exemple l'électroencéphalogramme, où on va laisser un certain temps pour mesurer l'activité électrique, ou tout ce qui est IRM. Donc là, ce sera l'IRM F. Donc on va laisser la personne dans l'IRM et observer les différents mouvements, les différentes connexions, communications qui vont se faire entre les neurones. Donc on n'est pas sur une photo, mais on est sur une vidéo, voilà, en quelque sorte, où on va voir sur la durée ce qui se passe. Et grâce donc à cette imagerie-là, ce qu'il en est ressorti, donc je vais lire la définition pour ne pas dire de bêtises, c'est que le flow, en fait, c'est une synchronisation optimale entre les circuits attentionnels, émotionnels et moteurs. Donc c'est ce que tu disais tout à l'heure, ça va être un état d'attention particulier, qu'on pourrait qualifier de concentration, un état émotionnel dans lequel on va se sentir bien. Après, j'expliquerai pourquoi on a ce sentiment de bien-être. Et le côté moteur, c'est-à-dire que bah, tous nos gestes vont être fluides. Si on prend l'exemple d'un sportif, bah, il va enchaîner les passes de manière ouais, hyper fluide, ou un musicien, bah, il va jouer son morceau sans accroc, dans le bon rythme, etc. Donc voilà pour la définition neuroscientifique qui bah, rejoint finalement les constats qui avaient été faits dans les années 90. Donc c'est intéressant, je trouve. Oui, oui, je pense que c'est intéressant pour comprendre comment réunir un peu les conditions du bien-être. Voilà. Et alors ce que j'ai vu aussi, c'est que en neurosciences, ce qui est intéressant, et c'est là où tu vas voir le parallèle avec notre hypnose, c'est que c'est qualifié d'état particulier de conscience en fait. C'est vraiment un état de conscience Mhm. qui est spécifique. Et tu parlais tout à l'heure de perception de soi. En effet, quand la personne est en situation de flow, il y a une disparition temporaire de la perception de soi. Alors, on pourrait croire que c'est quelque chose de négatif, de se perdre un peu, mais finalement, si c'est ponctuel, dans des moments bien spécifiques, bah, ça peut être au contraire quelque chose de très plaisant à vivre. Voilà. Et puis, eh ben, il y a une fluidité, donc le côté émotionnel et moteur. Il y a une fluidité entre l'intention, le geste et le résultat. C'est-à-dire qu'on, par exemple, si on dessine quelque chose, on a une image en tête et on va dessiner et on va obtenir exactement ce qu'on souhaitait. Je ne sais pas si mon exemple est très bon, mais voilà, donc c'est cette synchronisation entre l'intention qu'on a, le geste qu'on va mettre en place et le résultat qui va correspondre à ce qu'on avait prévu. Et c'est un peu ça le flow finalement. Je pense que la notion de- d'effacement de la perception de soi est très très important parce que ça veut dire, enfin, c'est pas une dissolution de l'ego ou un truc comme ça, mais ça veut dire Non, qu'on s'oublie. Par exemple, si je sais par expérience, parce que je l'ai vécu plusieurs fois, quand on fait des podcasts,
Par exemple, on est à fond, je sais que dans un moment, je sentirai plus que j'ai froid, j'arrêterai d'observer mon image dans la caméra, de surveiller ce que je dis, et à un moment, tu rentres dans cette espèce de fluidité qui est, qui est pas forcément perçue sur le moment comme agréable, mais où il va y avoir quand même un changement dans l'humeur, dans le ressenti, dans le ressenti du corps, du mental. Ouais. Est-ce que tu es d'accord de faire une petite expérience? Oui, bien sûr. Alors, c'est pas La vraiment une fameuse expérience, mais expérience non préparée et voilà, voilà, ok. Je improvisation. prends le risque. Alors, c'est pas vraiment une expérience, mais c'est une, comment je pourrais dire ça? Bon, peu importe, on n'a pas besoin de nommer ce qu'on va faire. Je vais te demander de, bah oui, tu peux fermer les yeux si tu veux, je sens que tu as envie de fermer les yeux, donc tu peux fermer les yeux et ressentir la dernière fois que tu as joué de la guitare et que tu as senti, bah, que tu étais pleinement dans ce que tu faisais. Qu'il y avait quelque chose de fluide, de plaisant, de simple, d'évident et que, ben, il n'y avait plus rien d'autre que toi et ta musique. Voilà, je te laisse quelques instants pour profiter de ce que tu ressens là et puis, quand tu auras assez ressenti ça, tu pourras ouvrir les yeux et essayer de me décrire quelles étaient les conditions pour ressentir tout ça. Alors c'était, je pense, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, la dernière fois que j'ai fait un live avec Bertrand, mon cousin, où on joue en live sur Internet comme ça de temps en temps. On fait notre duo de musique irlandaise. Et il y a des moments où, enfin, généralement, quand ça a démarré, c'est là que ça se passe. Par contre, j'ai du mal à me remémorer ce que j'ai pu ressentir, parce que c'est comme s'il y avait une espèce de parenthèse d'une heure et demie, le temps qu'on fasse notre petit concert comme ça. Mais les conditions, déjà pour moi, c'est que j'étais pas seul. Euh, Ouais, voilà, j'étais avec cette personne, puis dans une ambiance, enfin, un climat de quand même de confiance et de sécurité. Il y avait une certaine sécurité parce qu'on a joué des morceaux qu'on connaît très bien, mais par contre une insécurité parce qu'on n'avait pas répété, donc quand même un espèce de stress, est-ce que je vais me planter, est-ce que je vais rater? Par contre, je me rappelle que certains passages assez difficiles, j'ai réussi à les jouer sans trop de problèmes et que j'étais content, quoi. Mais vraiment, même si je me rappelle de tout ce qu'on a fait, en même temps, c'est comme si j'y étais pas. Euh, ok. voilà, donc je ne sais pas si ça répond à ta question. Euh, j'ai du mal à me rappeler ce que j'ai pu ressentir à un moment, en fait. Hmm. Bah, en fait, c'est intéressant parce que là, on retrouve le côté où tu as un peu la perte de perception de soi. Mhm. Oui, Il y a la question dont tu as parlé tout à l'heure, et puis c'est ce que je vais approfondir là. La question d'un niveau de difficulté qui soit quand même suffisant pour être challengeant, mais sans mhm. non plus être paralysant, et pas trop simple pour qu'il y ait quand même un peu de défi, quoi. Ouais, Et après, il y a autre chose que tu as dit qui est très intéressant, c'est le côté sécurisant. C'est une situation, bah, tu connais le contexte, c'est quelque chose que tu as déjà fait. Il y avait quand même un peu de nouveauté parce qu'il y avait certains morceaux qui n'avaient pas été répétés avant. Donc on est toujours dans cette idée d'équilibre entre la nouveauté, le défi et en même temps certaines compétences qui sont quand même solides et qu'on connaît, qu'on sait qu'on maîtrise. Effectivement, et tu vois, j'en prends conscience en le disant, c'est que la notion de sécurité, elle n'est pas abordée dans les définitions générales du flow, mais en fait, maintenant, je me dis que c'est fondamental. C'est S'il y a vrai. trop d'enjeux, tu n'es pas dans un flow, tu es enfin, t'es dans un stress, quoi. Je vais essayer de partager, je ne sais pas si je vais réussir. Un niveau de défi moyen avec un niveau de compétence faible génère de l'inquiétude. Tandis qu'un niveau de défi moyen couplé à un niveau de compétence élevé engendre un sentiment de maîtrise.
Un niveau de compétence moyen, avec un défi élevé, génère de l'excitation. Tandis qu'un niveau de compétence moyen, avec un défi faible, provoque le détachement. Si le défi est faible et que la compétence est faible, alors on ressent de l'indifférence. Si le défi est faible alors que la compétence est élevée, c'est l'ennui qui prend le dessus. Un défi élevé avec un sentiment de compétence faible génère de l'anxiété. Enfin, un défi élevé avec un niveau de compétence élevé, c'est lorsque le degré de défi est suffisamment élevé et que le niveau de compétence est suffisant, que les zones du plaisir du cerveau sont les plus stimulées. Ce sont donc ces situations situées dans la zone d'expérience optimale que l'individu va chercher à reproduire. C'est pas une super vidéo, mais je trouve qu'on voit bien la question du niveau de difficulté et en même temps du niveau de compétence qui en fait, c'est ça qui détermine la zone de flow, quoi. Ce qu'on pourrait dire, c'est quel est l'intérêt pour les gens qui nous écoutent de s'intéresser à ça, en fait, comment y arriver? Parce que autant on a des critères assez concrets pour dire qu'est-ce qui peut nous apporter un état de flow ou pas nous apporter un état de flow. Euh, Il y aurait peut-être une première objection, c'est qu'on n'est pas toujours libre de choisir l'activité qu'on pratique. Par exemple, enfin, la plupart des gens ont un boulot 8 heures d'affilée où ils ne vont pas choisir ce qu'ils sont en train de faire. Donc, est-ce que cet état de flow, il est accessible aussi pour des activités imposées et même pour des activités choisies? Comment se rendre disponible pour pouvoir accéder à ça? Parce que des exemples d'activités, de moments propices au flow, on pourrait en trouver plein. Moi, j'avais parlé du jardinage, le fait de mettre les mains dans la terre, ce genre de choses, de faire de la musique. Ça peut être, voilà, ça peut être, et c'est généralement des choses assez simples ou auxquelles on est habitué, des activités, c'est plutôt une notion de loisir. Mais est-ce que le flow, ça existe aussi dans le travail? Moi, je pense que là, je différencierais les personnes qui sont à l'origine de leur journée de travail, comme les auto-entrepreneurs ou les indépendants, où là, ça va être Mm. plus facile Oui. on va parler par exemple de travailler dans sa zone de génie. Finalement, c'est ça, on va essayer de faire en sorte que nos activités soient le plus possible dans cette zone-là, dans cette zone à la fois avec un peu de défi et en même temps qui soit dans nos compétences. Après, j'imagine plus compliqué dans certains jobs quand c'est pas soi-même qui décide de l'activité de la journée. Mais ça peut être intéressant aussi quand on a par exemple, des RH ou des managers qui sont à l'écoute de ça, de mettre les personnes au bon endroit finalement. Parce que tout le monde est gagnant dans l'histoire à être dans sa zone de confort au niveau du travail, dans sa zone de génie, de compétences. Et après, je rejoins aussi ce que tu disais par rapport aux activités du quotidien. Le flow, c'est pas forcément dans des activités complexes. Ça peut être aussi des petites choses. Il y a des personnes pour qui faire le ménage, avoir une maison bien rangée et bien propre, ça peut générer cet état de flow aussi. Je voulais ajouter quelque chose, oui, parce que tu as dit, ce qui serait bien, c'est d'expliquer aussi l'intérêt que ça a. Oui, qu'est-ce que ça apporte, à part la satisfaction immédiate, en fait? Mhm. Moi, au niveau neurologique, j'ai des éléments. C'est que quand on est dans un état de flow, en fait, le cerveau, il est en économie d'énergie. Parce que comme justement, il est dans sa zone de génie, dans sa zone de compétence optimale, c'est là où on va dépenser le moins d'énergie. Parce que tout ce qui est en fait les habitudes, par exemple, c'est un mode d'économie d'énergie. Donc quand on est dans une activité avec juste le bon niveau de stimulation, c'est là où le cerveau il dépense le moins. Donc c'est aussi pour ça que c'est important d'avoir ce type d'activité dans la journée ou ce type de moment dans la journée pour faire des économies d'énergie. Et puis,
On a aussi plusieurs hormones, enfin plusieurs neurotransmetteurs. Enfin, pardon, on dit hormones quand c'est dans le corps et neurotransmetteurs quand c'est au niveau du cerveau. Certains neurotransmetteurs qui sont sécrétés et qui sont hyper intéressants. Donc, on en a quatre, mais je vais vous en citer que trois parce que je ne veux pas rentrer dans des détails trop complexes. On a la dopamine, que tout le monde connaît. Alors, la dopamine, attention, on l'appelle souvent l'hormone du plaisir, mais en vrai, c'est l'hormone de l'anticipation du plaisir. En fait, on sécrète de la dopamine quand on sait qu'on va faire quelque chose d'agréable, mais pas forcément quand on le fait. Donc là, ben voilà, comme son nom l'indique, ça va apporter du plaisir, tout simplement. Ensuite, une deuxième hormone qui est sécrétée, c'est la noradrénaline. Donc c'est l'équivalent cérébral de l'adrénaline. Donc d'où l'importance d'avoir un défi suffisamment élevé. C'est que ça génère un petit niveau de stress, mais c'est ce qu'on va appeler du bon stress en fait, parce que ça va optimiser en fait nos capacités mentales, physiques. On va dire un peu une sorte de coup de boost. Donc c'est en ça que le flow est intéressant. Et le troisième neurotransmetteur intéressant qui est sécrété, c'est les endorphines. Et là, bah, clairement, on va être dans tout ce qui est apaisement de la douleur. Donc on va être plus dans des sensations corporelles de bien-être. Voilà. Ah oui, et une autre chose aussi, c'est que ça favorise l'apprentissage. C'est bah, comme si je reprends l'exemple de la musique. euh, Quand on est dans le flow, bah, comme ça nous récompense et qu'on est dans une optimisation de nos capacités cognitives et motrices, bah, c'est là où on va apprendre le plus et on va avoir encore plus la motivation pour continuer à apprendre. Donc ça peut être hyper intéressant, je trouve, pour les enfants et les ados. Quand on a des enfants qui sont pas forcément très motivés pour apprendre, bah, si on leur fournit des activités comme ça dans lesquelles bah, ils se sentent performants, qu'ils ont cette sensation de flow, bah, ils vont avoir peut-être plus facilement envie après de continuer à apprendre, à étudier, à avancer dans leurs apprentissages, quoi. Et les adultes n'ont pas le droit d'apprendre Si, alors. si, 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 bien Qu'est-ce que sûr, c'est que bien cette sûr, histoire? bien sûr. Ça montre bien pas mal de problèmes structurels aussi. C'est que même si, enfin, je sais que c'est établi quand même depuis longtemps, notamment en neurologie, que l'apprentissage est favorisé par les ancrages émotionnels. Un apprentissage sans émotion, il va rester très superficiel et que les systèmes d'apprentissage ne favorisent pas l'émotion, Ouais. ne favorisent pas le plaisir, l'engagement. Donc, voilà. En gros, on apprendrait mieux si les salles de classe étaient dans la forêt, dans la campagne. Voilà. Et de la même manière, les réunions de travail seraient plus intéressantes si c'était pas dans un endroit, tu vois, avec la moquette marron, les murs blancs, le PowerPoint, etc., quoi. J'ai l'impression qu'on arrive un peu à la même finalité que l'hypnose, c'est-à-dire que par ces passages qui peuvent être fugaces, en fait, qui sont souvent assez courts, vraiment de ramener le cerveau ou le corps à une certaine forme d'équilibre, un genre de réinitialisation un peu. Bah oui, c'est exactement ça. Et quand tu parles d'équilibre, le flow, c'est vraiment l'équilibre entre, comment dire, un certain contrôle, parce que tu as le contrôle moteur, tu as le contrôle de ton intention, et un certain lâcher-prise, parce que du coup, comme c'est fluide, ben, tu penses pas au moindre geste, au moindre élément à mettre en place. C'est aussi, ça rejoint encore l'économie d'énergie dont je parlais tout à l'heure. En fait, c'est un peu comme si tu étais à l'équilibre parfait, quoi. Des choses qui peuvent permettre d'accéder par la suite à cet état, même dans d'autres types d'activités, bah, par exemple le travail, quoi. Un travail suivant la disponibilité mentale que tu as, il y a le même travail peut être vécu comme extrêmement pénible ou extrêmement neutre ou satisfaisant, quoi. T'as raison. Qui veut dire aussi que le flow, c'est quand même pas quelque chose qu'on peut développer à volonté. C'est-à-dire que en théorie, si je commence un puzzle, ça devrait me donner le flow, mais il est possible que ça m'énerve, que je stresse, que je perds patience aussi. Donc de quoi ça dépend, comment on fait. Bah, peut-être qu'en fait, on peut, comme on connaît les conditions,
bah, les réunir toutes les conditions dont on a parlé tout à l'heure, donc un environnement sécurisant, un niveau de compétence adapté, un niveau de défi adapté, une activité dont on sait qu'on a déjà ressenti le flow avant. Donc on peut réunir toutes ces conditions-là, mais ça ne garantit pas que on va arriver dans cet état-là. Mais je pense que ça fait partie aussi du plaisir qu'on ressent. Parce que la dopamine, comme je disais tout à l'heure, elle joue beaucoup avec l'anticipation. J'en parlais dans mon atelier sur le dopamine menu, mais je ne sais pas si tu sais comment faire pour qu'une petite souris appuie le plus possible sur un petit bouton qui donne une récompense. Tu par sais? par la récompense aléatoire. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a tendance à croire, bah, faut que la récompense soit de plus en plus grande ou, bah, en fait non, c'est quand c'est aléatoire que ça marche le mieux parce que, bah, il y a cette excitation. Est-ce que je vais avoir 3 noisettes? Est-ce que je vais rien avoir? Est-ce que et ben, tout ce qui est réseaux sociaux, utilisent beaucoup ce mécanisme-là, Les réseaux sociaux, les machines à sous, et puis la drogue, les différentes drogues en général, où il peut y avoir des attentes très élevées en termes de plaisir, de satisfaction, mais des attentes qui sont rarement satisfaites, en fait. Le plaisir, il est souvent en dessous de ce qui est attendu, et parfois le plaisir dépasse les attentes, mais il y a ce côté-là. mmh. Mais du coup, voilà, Jouer avec la récompense aléatoire. voilà. Mais voilà, c'est sûr qu'en réunissant toutes ces conditions-là, bah, on a plus de chances, d'obtenir, d'obtenir un état de flow. Deux exemples, peut-être, après je te rends la parole, Non, pardon, non, mais vas-y. d'activités que les gens pourraient pratiquer, mettre en place pour ramener un peu de flow dans leur quotidien, peut-être. On a dit donc des choses souvent très simples, très ordinaires en fait. Eh ben, oui, en fait, moi alors, si je prends mon quotidien à moi, pour donner un exemple concret, bah, moi, ça va être quand je fais de la musique, quand j'écris, hem, quand je fais un podcast, Ouais. hem, après j'essaie de réfléchir, les conditions dans lesquelles bah, souvent, ça va être quand on réalise quelque chose, hein, quand on je trouve. Heu, Ça peut être dans le sport aussi. Je pense à des choses très simples comme, cuisiner. Je sais pas si tu l'avais dit, il me semble que tu en as parlé de la cuisine, ouais. Et c'est pas évident de décrire ce qui peut parler à chaque personne parce que ce qu'on décrit, je pense que pour beaucoup de personnes, bah, par exemple, faire de la musique, ça paraît quelque chose de complètement inaccessible, alors que c'est une activité répétitive en fait, hein. Mais Oui, bon, enfin, je pense que, enfin, c'est logique qu'il y ait des barrières à ce niveau-là. Je pense que la plupart des gens ne se sentent pas capables d'avoir une activité créative ou artistique. À mon avis, ils se trompent, ils en seraient capables, mais en tout cas, le blocage est là. Faire la cuisine, je pense aussi que pour beaucoup de gens, ça représente surtout une contrainte. tu as raison, ouais. Donc, et que prendre plaisir à faire de la cuisine, c'est un peu un truc de privilégié, quoi. Moi, j'adore faire la cuisine, mais Mmh. peut-être que c'est pas le cas de tout le monde. Mais ça peut être des choses aussi complètement différentes dans les mêmes critères. Par exemple, je sais pas, faire des mots fléchés, par exemple. Ça rentre Oui, dans la catégorie. Euh, Jouer aux jeux vidéo, ça peut rentrer dans cette catégorie-là. Euh, Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? On a parlé du jardinage, mais même faire le ménage, tu l'as dit. oui. Faire le ménage, moi, quand je fais mes vitres, je suis content, en fait. Mmh. Je pense à la conduite aussi, tiens, La conduite, ouais. Ouais. dit-elle C'est alors vrai, qu'elle n'a pas le le permis. plaisir d'avoir la bonne accélération, le bon réflexe pour pas écraser le chien. C'est ça. N'écrasez pas les chiens. En fait, c'est une présence qui s'installe dans le mouvement, quoi. Dans le Ouais. mouvement. Ouais. Mais est-ce que, enfin, je termine là-dessus, mais je voudrais pas qu'on ait un discours culpabilisant par rapport à des gens, tu vois, comme on en rencontre tous les jours, Mmh. qui aimeraient avoir un peu des respirations dans leur quotidien, mais qui Mmh. n'arrivent pas à s'y mettre. Tu vois, j'aimerais Bah, bien, ouais, faire du sport, moi j'aimerais bien, mais j'y mmh. arrive pas. Oui, oui, alors justement, ce qui est intéressant avec le flow, comme on l'a dit, c'est qu'il faut pas que le niveau de défi soit trop grand. Donc de toute façon, une personne qui se dirait: «Je vais me mettre au sport pour ressentir ça», ben, ça marchera pas avant un certain temps.
parce qu'il faudra Ouais, déjà avoir un certain niveau de compétence. Donc justement, ce qui est intéressant dans le flow, c'est que c'est quelque chose d'extrêmement personnel qui s'inscrit dans. Mais ce que je vous propose, c'est à la fin de l'épisode de faire une petite introspection justement pour essayer d'identifier que chacun puisse se connecter avec ses propres moments comme ça, où il s'est senti vraiment à sa place, vraiment dans un état de fluidité, où les gestes étaient simples. Et ça peut être vraiment des choses extrêmement simples. Et justement, je pense que la plupart du temps, ce sont des choses simples. oui. Ça va être ben, réussir à calmer son enfant. Des petites choses vraiment dans lesquelles on est à sa place. Ouais, je vois pas d'autre manière de le dire. Ouais, des petites victoires ordinaires un peu. Ouais, qui finalement sont les. J'ai assisté à une conférence ce week-end où le sujet c'était justement ça, c'était comment la banalité en fait c'est quelque chose qu'on dévalorise alors que ben, on est tous banals, on est tous ordinaires et que ben, c'est ça la vraie beauté en fait, elle est là-dedans. On dévie du sujet mais voilà. Pas tellement, à mon avis, pas tellement, parce que enfin, c'est quelque chose c'est un constat c'est un constat qu'on partage, hein, je le sais, où la banalité n'est pas quelque chose qui est encouragé, et souvent c'est le contraire. Euh, Moi j'ai l'impression il y a quand même beaucoup d'injonctions sociales, beaucoup de gens qui se mettent la pression pour essayer de dépasser la norme, essayer d'être un peu plus, un peu mieux. Enfin, on est un peu dans une société du spectacle, de la performance, De et, l'apparence. d'être normal, c'est un peu considéré comme la mort sociale en fait. Mm. On Donc confond, c'est pas évident d'aborder ça. ouais, non, c'est pas évident. On confond simplicité et médiocrité. J'aime bien l'idée de prôner la médiocrité. Euh, Être moyen, ouais. Mais c'est hyper satisfaisant d'être moyen en fait. T'as aucun problème d'ego quand t'es moyen. Tout à fait. Moi, j'aimerais bien parler de l'état. Je sais pas si tu voulais dire encore quelque chose là-dessus. Non, non. J'aurais bien parlé de l'état opposé en fait à l'état de flow, parce que Mhm. ça Ouais. peut aider à visualiser ce que c'est, et en même temps, c'est un état qui est important aussi. On t'en a un petit peu parlé au début dans l'introduction. C'est en fait, alors l'ennui, ou les moments où on ne fait rien. C'est des moments en fait qui sont importants parce que dans le cerveau, on a un mode par défaut. Là aussi, ça a été mis en évidence grâce à l'imagerie cérébrale fonctionnelle. C'est que quand vraiment on ne fait rien et qu'on ne pense pas à quelque chose dans un but précis, ben, il y a des zones du cerveau qui s'activent systématiquement, ce qu'on appelle le mode par défaut. Et ce mode par défaut, ben, il a des bons côtés et des mauvais côtés. Les mauvais côtés, c'est que c'est dans ces moments-là qu'on va commencer à avoir des ruminations, des jugements sur soi, parce que comme notre cerveau, en fait, il n'aime pas le rien, eh ben, il va s'activer. Donc, ça peut activer des choses désagréables, des petites angoisses, ou même des grosses angoisses, des choses comme ça. Néanmoins, ces moments-là sont essentiels parce que c'est dans les moments de mode par défaut que s'imprime, se grave, entre guillemets, dans les neurones, tout ce qui est mémoire épisodique. Alors la mémoire épisodique, j'explique pour les gens qui ne savent pas ce que c'est la mémoire des souvenirs. Par exemple, quand vous vous rappelez des choses que vous avez fait dans votre enfance, ou quand vous vous souvenez du dernier Noël en famille, ou tout simplement quand vous vous rappelez ce que vous avez fait de votre journée d'hier, c'est la mémoire épisodique. Et cette mémoire-là, en fait, pour s'ancrer, pour que les souvenirs se stabilisent. Alors, ils ne se fichent pas, hein, ils sont toujours un peu en mouvement, mais en tout cas, pour qu'ils se stabilisent, il faut des moments de rien. Il faut des moments où le cerveau est en mode par défaut. Donc, contrairement à ce qu'on pense, c'est plus coûteux en énergie que les moments de flow où on va être plus actif, mais, euh, mais ça apporte aussi d'autres, comment dire? D'autres bénéfices, quoi. Ouais, d'autres bénéfices, voilà, merci. Moi, j'aimerais bien que tu continues ensuite sur le mode par défaut. Tu Oui, sais, ça a été quand même une petite révolution dans le monde de l'hypnose il y a, je sais pas, il y a 5 ans environ, où on a commencé à prouver qu'il y avait un mode par défaut. oui,
Alors que dans l'hypnose, traditionnellement, on pensait que ce fonctionnement-là, c'était une sorte d'état d'hypnose naturelle. Et il y avait une grande Hmm. confusion où on disait, tu sais, tu es en hypnose un peu dans les moments de flottement, ces choses-là. Et Hmm. c'est important de comprendre que c'est pas la même chose Hmm. parce que ça implique pas les mêmes ressentis, ça implique pas Les mêmes zones du cerveau en plus, les c'est mêmes zones du vraiment. cerveau. Donc voilà, ça implique un traitement des informations qui est différent. Donc c'est important. Oui, Mais est-ce que alors le mode par défaut, c'est vraiment quand on fait rien, là, oui. je suis là et puis j'attends, voilà, je suis un peu, un peu en flottement? Ou est-ce que, par exemple, si je regarde, par exemple, je regarde la télé, je regarde les actualités, tu vois, ça me parle de trucs, de Premier ministre, de machin, j'en ai rien à cirer, je regarde ça, je suis indifférent. Est-ce que ça rentre aussi dans le mode par défaut ou est-ce Non, que c'est autre chose? ouais, c'est autre chose. En fait, là, il y a deux choses. Le mode par défaut, c'est vraiment, j'ai rien à faire. Par exemple, j'attends le bus. Bon, je vais quand même regarder un petit peu ce qui se passe autour de moi, mais s'il n'y a aucune stimulation intéressante, je vais me mettre en mode par défaut. Euh, Par contre, la situation que tu as évoquée, où je regarde quelque chose et puis finalement je décroche, là, c'est les processus attentionnels. C'est encore autre chose. C'est que ton attention, elle va partir sur autre chose. Alors, l'attention, c'est quelque chose d'hyper simple. Tout le monde comprend ce que c'est, mais par contre, à définir, c'est hyper dur. Mais si on simplifie, en gros, on est tous à peu près d'accord que l'attention, c'est être concentré sur quelque chose. En gros, Qu'est-ce que j'écoute? Qu'est-ce que je regarde? voilà. Euh, Mais en fait, à quoi je m'intéresse? Ouais. notre attention, elle est toujours un peu flottante. Mm. On n'est jamais 100% attentif sur quelque chose. C'est à peu près toutes les 3 secondes, il y a quelque chose qui vient nous distraire. C'est tellement court qu'on s'en rend pas compte. Euh, Mince, j'ai perdu ce que je voulais dire. Voilà, j'ai dévié mon attention. Oui, et il y a deux facteurs en fait qui peuvent accaparer notre attention. Ce sont des facteurs externes. Imaginons là, on est en train d'enregistrer un podcast, il y a un bruit dehors. Bon, bah, pendant quelques instants, mon attention va se focaliser. Est-ce qu'il y a un danger? Il n'y en a pas. Hop, je vais me refocaliser. Ou alors ça peut être quelque chose d'interne. Ce dont tu as parlé, je suis en train de regarder un truc pas très intéressant, tout d'un coup je me mets à penser à quelque chose qui est plus important pour moi. Bah là en fait c'est un facteur interne qui a dévié ton attention. Donc c'est pas les mêmes mécanismes que ceux du mode par défaut. Le mode par défaut, euh, c'est quelque chose qu'on a beaucoup moins dans nos sociétés modernes et c'est bien dommage. Je pense qu'il y a beaucoup d'ados qui n'en ont même plus du tout parce qu'ils sont tellement tout le temps sur leur téléphone et autres. Dès qu'on s'ennuie, enfin je dis les ados, pardon, c'est pas vrai. Oubliez ce que j'ai dit. On est tous concernés. On ne sait plus s'ennuyer. Vous êtes au resto, la personne avec qui vous êtes va aux toilettes. Ben, je suis certaine que vous prenez votre téléphone. Oui. Et tu peux être certain que la personne aux toilettes a le temps de regarder son téléphone. D'ailleurs, Aussi, je ouais. pense que les adultes ont beaucoup plus d'opportunités et de liberté à passer du temps sur les smartphones que les ados. Toi, en tant qu'adulte, il n'y a pas quelqu'un pour te dire de ranger ton téléphone. T'as raison. Donc Mais, pardon les ados de vous avoir. mais oui, mais c'est terrible d'être un adolescent. Ah là là. Donc voilà, ces deux modes-là, pour moi, sont les deux versants opposés. Le flow, c'est on va être hyper focus sur une chose, donc ça va être certaines zones du cerveau qui s'activent, certains neurotransmetteurs, et le mode par défaut, qui est ben, les moments d'ennui, dont qu'il faut mettre en place dans sa journée aussi pour pouvoir ben, pérenniser les apprentissages, les souvenirs. Et ah oui, et aussi, ça permet aussi de faire émerger la créativité. Je pense que tout le monde a expérimenté ça. Je cherche une solution à un problème. Je commence à m'épuiser. Je vais faire autre chose. Je me balade, je me repose un peu. Hop, et là, l'idée surgit. Le décrochage. Mm. Donc là, on a parlé d'un état de flow, ok? On a dit que c'était bénéfique déjà parce qu'on se sent bien, mais que ça apporte aussi des bénéfices à moyen et à long terme. Une meilleure régulation émotionnelle, certainement une meilleure concentration, une présence différente dans ce qui se passe, euh, parce qu'on s'éduque par ça. En fait, tout ce qu'on fait, ça nous éduque d'une certaine façon. Et il y aurait un versant opposé qui serait le mode par défaut, qui est des moments où, au contraire, on n'a aucune stimulation et donc bon, ça
peux partir un peu dans tous les sens. Mais ça aussi, c'est bénéfique, d'accord, pour la Oui. créativité, tu disais, pour la stabilisation des souvenirs, de la mémoire, l'intégration. Donc tout ça, c'est un peu des processus de maintenance. Et pourtant, moi, je les considère pas comme vraiment opposés, ces deux mécanismes-là. Par exemple, un état opposé au flow, pour moi, ce serait plus un état de friction, tu vois, un état de stress, en fait. C'est-à-dire, par exemple, je vais jouer au tennis avec quelqu'un qui est 10 fois meilleur que moi, ou quand je joue en ligne à Mario Kart et qu'il n'y a que des Japonais, tu vois, qui ont 10 fois, 100 fois plus de points de score que moi, c'est pourtant un processus où ton attention elle va être hyper mobilisée, où tu vas t'oublier aussi, etc. Tu vois, si je joue au tennis avec Rafael Nadal, bah, je vais pas avoir de dispersion de mon attention. Par contre, je vais en ressortir lessivé, déprimé, anxieux, tendu, fatigué, etc. quoi. Bah, c'est vrai que moi, je les mets en opposition parce que je raisonne en termes de En termes neurosciences. de Voilà. neurosciences. Parce que comme dans le flow, tu as le côté moteur, puisque tu as une action, le côté émotionnel, parce que tes émotions elles sont là-dessus, le côté attentionnel, parce que tu es focus, alors que le mode par défaut, tu es vraiment dans bah, je ne fais rien physiquement, émotionnellement, bah, ça part dans tous les sens. Et c'était quoi la troisième chose? J'ai oublié. Et au niveau de l'attention, bah justement, mon attention, elle est flottante, mais elle est plutôt orientée vers ce qui se passe à l'intérieur, d'où les ruminations. Et on est dans l'hyperconscience de soi, là, pour le coup. C'est là où on va se dire, je suis nulle, je suis ci, c'est là. J'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. On connaît. Tout le monde connaît ça, je pense. Donc l'ennui serait bénéfique, l'activité adaptée aussi, mais concrètement, comment on peut mettre ce genre de choses en place, comment on peut avoir une gestion de ces états de conscience dans le quotidien quand la personne lambda est souvent relativement fatiguée, surmenée, indisponible. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens sans leur dire de lâcher leur téléphone? Non, puis en plus, lâcher le téléphone, c'est pas forcément la meilleure des Bah, solutions. ça peut être anxiogène, hein. Tout à Ça peut fait. être anxiogène. Mm. Bah, écoute, moi, avant de parler du quotidien, j'aurais plutôt envie de te demander comment toi, en hypnose ou dans tes consultations, ou comment toi, tu peux utiliser ça, le flow, et puis peut-être aussi le mode par défaut, je ne sais pas, mais comment toi, tu vois ça dans ton cabinet? Est-ce que tu aurais des exemples concrets de séances ou de partages que tu aurais eu avec des clients ou des clientes? Déjà, le flow, c'est quelque chose qui va s'installer assez naturellement dans le début de séance, c'est-à-dire toute la phase d'accueil, d'écoute, de discussion, d'échange, où, où si on est disponible comme on doit l'être quand on est thérapeute, la personne nous parle, on écoute et on est vraiment dans ce qui se passe, on est complètement associé au moment. Donc déjà, il y a un processus qui se passe à ce niveau-là. J'ai peu de situations où vraiment je vais utiliser du flow, mais ça peut arriver notamment avec certaines personnes à qui ça va parler, où on va travailler avec du mouvement, on va travailler avec du rythme, par exemple, avec des instruments de percussion, pour déjà parce que ça leur parle au niveau de leur sensibilité, tu vois. Et puis que ça permet de se décharger un peu nerveusement avant d'aborder l'hypnose, parce que bon, ça demande une certaine disponibilité, il faut se sentir en sécurité, il ne faut pas être non plus trop débordé émotionnellement. Donc, une bonne manière de travailler le flow de manière très simple et qui ne consomme pas beaucoup d'attention, pas beaucoup d'énergie, c'est de taper sur un truc en fait. Euh, alors, je dis un truc, j'ai plusieurs sortes de tambours, de caissons, de choses comme ça. Mais en gros, pour faire de la musique, si tu sais compter jusqu'à 4, tu fais de la musique, quoi. Il s'agit par exemple de faire un, 2, 3, 4, un, 2, 3, 4, et ainsi de suite. Voilà. De marquer un temps plus que les autres, marquer le premier temps, un, 2, 3, 4, un, 2, 3, 4. Et, mais l'objectif, c'est de rentrer assez vite dans l'hypnose à travers ça, quoi. Donc le côté
répétitif, en apparence, ça peut s'assimiler plus à l'hypnose qu'à du flow. Mais en fait, pour arriver à faire un, 2, 3, 4 correctement, c'est quand même un challenge, quoi. Ça répond à ta question? Ouais, je trouve ça super intéressant. Alors, en fait, moi, j'avais jamais pensé à faire ça et du coup, je te remercie. Je vais sûrement m'en resservir, d'utiliser le flow comme, un sas de confort, en fait, Ouais. où la personne, bah, va se sentir, bien pour pouvoir ensuite, faire un travail d'hypnose et expérimenter encore un autre état de conscience. Commencer par cet état de conscience qui finalement est plus connu, plus, rassurant, et en plus je trouve que ça donne de la, comment dire? Du pouvoir en fait à la personne. Comme ça, elle peut ressentir que c'est elle qui est maîtresse de ce qui va se passer, quoi. Et j'ai aussi beaucoup aimé ce que tu as dit sur le flow du praticien. J'avais pas du tout pensé à ça. Mais c'est vrai qu'en tant que thérapeute ou en tant que hypnologue, quand on est soi-même dans ce flow, av- parce qu'on est en train de faire notre métier et qu'on se sent, on s'oublie, qu'on se sent que tout est fluide, bah c'est ça en fait. Bien C'est joué, comme j'avais ça pas que tu vu te ça. retrouves avec une séance qui a duré 1h30, 1h45 au lieu d'1 heure parce que tu étais dedans et que tu oublié, et que Ouais, tu oublié l'heure, tu vois, par exemple. ouais, complètement. Ok, bah, merci pour ces exemples. Comment toi tu l'utilises pendant tes accompagnements en hypnose ou autre? Alors, moi, je voyais plus ça en termes de, alors ce qu'on appelle les ancrages, enfin, nous, en tant que thérapeute, j'explique un petit peu ce que c'est l'ancrage. C'est, comment expliquer ça de manière, simple? C'est, bon, je vais donner un exemple, ce sera mieux. Par exemple, j'ai un monsieur qui est venu me voir pour la peur de l'avion, une Mhm. phobie de l'avion même, on peut dire une phobie. Et en fait, ben, on a découpé tous les moments où il savait que l'angoisse allait monter. Donc, ben, le moment où il prépare sa valise. On commence déjà à penser: «Demain, je vais prendre l'avion», tout ça. Ensuite, il y avait, ben, quand je vais être dans ma voiture en direction de l'aéroport. Là, je vais encore avoir un moment d'angoisse. Quand je vais, commencer à enregistrer mes bagages. Puis après, bah, il y a le moment où je vais monter dans l'avion et après, bah, il va y avoir le vol. Donc on a pris une situation dans laquelle il ressentait du flow. C'était un sportif, je sais plus, il faisait du tennis ou enfin un sport de raquette. Et c'est un moment où il se sentait compétent, serein et en sécurité. Donc c'était les trois ressources dont il avait besoin pour se sentir bien dans l'avion finalement. Donc, bah, en hypnose, on ancre, c'est de là que vient le mot ancrage. On ancre ses sensations, ses compétences, ses ressources, pour que le jour J, où il va devoir prendre l'avion, il puisse réactiver ces sensations-là, de flow finalement, hein, de bien-être, d'apaisement, de tranquillité, de fluidité et que, ben, quand l'angoisse monte, ça puisse, ressortir, ces aspects, positifs-là. Voilà. Ok, génial, merci. Mmh. Effectivement, tu sais que j'avais jamais fait le parallèle entre les ancrages et la notion de flow, puisque ce que tu décris, c'est une approche qu'on- qui est, je sais pas si c'est très répandu, en tout cas, ça existe, c'est quand même bien, ça fait partie des choses qu'on apprend en premier en hypnose, l'utilisation des ancrages, les réflexes conditionnés, les associations, voilà, une image d'un avion sur un magazine peut générer de l'angoisse par effet d'ancrage. Et donc, on va demander aux gens de s'immerger mentalement dans des expériences positives pour associer une émotion différente à l'ancrage. Mais j'avais jamais identifié que c'était souvent des situations de flow, en fait. Ouais, Mmh. vraiment de flow. La personne qui est en tension parce qu'elle a besoin d'une cigarette, effectivement, on va l'orienter sur des ancrages où il y a une conscience et il n'y a pas de parasitage, ce genre de choses. Ouais. Est-ce qu'on peut inventer des auto-ancrages comme ça dans la vie de tous les jours ou pas? J'imagine pas ton client venir avec son matériel de squash dans l'avion, tu vois. Non, mais après dans le quotidien, moi, il y a un truc que je trouve bien dans les ancrages, c'est, les rituels, tout ce qui est rituel. Par exemple, tu veux te Des mettre en rituels. condition pour travailler,
mm, Ben, tu as ton fauteuil spécial, ton espace dédié au travail, peut-être une boisson, je sais pas, une bougie parfumée, enfin des choses comme ça, qui t'aident à te mettre en condition de travail. Ça peut faire partie des ancrages. Euh, Moi, j'avais pensé aussi à un sas, ce que j'appelle le sas de décompression de fin de journée, où tu rentres du travail, tu as des tensions, tu es fatigué, tu es préoccupé. Et en fait, bah, tu peux mettre en place des ancrages sensoriels. Ça peut être gustatif, ça peut être une musique, ça peut être au niveau de la peau, tu prends un vêtement doux dans lequel tu es bien, ou tu te mets une lumière spéciale. En fait, tout ce qui est sensoriel et qui va t'aider à créer vraiment une bulle. Et plus tu le fais, et plus ça devient ton espace de sécurité, et plus ben, l'ancrage se fait, quoi. Mais là, du coup, on n'est pas mm. dans le flow, on est plus l'ancrage d'un espace réconfortant. Mais bon, ça peut avoir en effet des points Bah, communs. sur le sas de décompression, moi, je le propose souvent pour les trajets en voiture, tu vois. Et Ouais. principalement le trajet de retour du travail où, où justement t'as un mouvement, t'as un environnement très particulier. Déjà en voiture, on est quand même dans une bulle. Tu peux avoir la musique ou la radio, Mhm. il y a le mouvement, il y a la vitesse, il y a la sensation. Mais globalement, euh, comme ça se passe pour les gens qui l'utilisent, c'est plus un moment d'extrême tension, en fait, où justement, l'objectif, c'est de se décharger nerveusement avant de rentrer à la maison voilà, pour pas sauter à la gorge de son conjoint et de ses enfants Ouais, après une journée stressante. Donc, ça peut être un moment pas génial, quoi. c'est vrai. Ouais. Mais Et encore, j'aime, ça, c'est les ouais. gens qui ont la chance de faire les trajets en voiture, parce qu'il y a aussi les personnes qui sont contraintes de prendre des transports en commun qui sont parfois bondés ou pas agréables. Ouais. Ouais, des environnements très anxiogènes. Moi, à mon avis, ce qui est très propice au changement d'état de conscience, c'est la musique aussi. Je le dis souvent, et, euh, et quand je le dis, bah ouais, enfin, les gens réagissent souvent, bah oui, mais c'est évident. Alors que tout le monde peut avoir sa musique dans la poche, dans son téléphone, mais le réflexe dans les transports en commun, dans les moments un peu de fatigue, c'est de regarder des choses sans intérêt, toujours les mêmes, souvent des vidéos, avec souvent de la publicité, souvent de l'information circulaire, et des choses comme ça alors qu'écouter de la musique change complètement l'ambiance, change complètement l'état de conscience. On connaît tous des exemples de chansons où tu entends une note de piano, trois coups de batterie, tu sais quelle chanson c'est et tout de suite tu as envie, tu contrôles même pas ton changement d'état en fait. Ouais. C'est même quelque chose qui s'est beaucoup développé avec l'apparition du télétravail, normalement, ou de l'entrepreneuriat depuis quelques années. Les work music, là, tu sais, musiques focus, Mm. musique Ou concentration, qui sont des Lofi, musiques ou ouais. électroniques. Mm. Tu vois, Mm. tu vois le genre, quoi. Ouais. Ouais. Donc, voilà. La solution, c'est de lâcher TikTok pour écouter de la musique. C'est un peu ça. Bah, peut-être plus choisir les moments où on y va, en fait. Être plus en Ouais. conscience de se dire, bon, allez, là, je m'accorde une pause Insta parce que c'est le seul truc pour lequel j'ai assez d'énergie. Mais il faut le faire en conscience, quoi. Et sans culpabiliser, parce que Oui. le but, c'est pas non plus voilà, de s'auto-flageller et de se mettre des contraintes difficiles. Et comment on fait alors pour aider les gens à identifier les situations de flow qu'ils ont déjà dans leur quotidien? Je pense que déjà le fait d'en parler, c'est important. Après, c'est une idée qui fait son chemin. Et les gens, au bout d'un moment, je pense ils ont besoin de cette conscience-là Ouais, quand ça commence à apparaître. C'est-à-dire que si par exemple tu vis un moment de flow où tu te rappelles ce que tu veux nous proposer après, se remémorer un moment de flow, tu le réactives, il se passe quelque chose dans ton corps et tu en as besoin naturellement.
Donc ça réoriente, pour moi, ça réoriente l'attention. Euh, mais après, ouais, comment on fait pour prendre conscience de son état de conscience à l'instant T, ça c'est, je sais pas comment on fait, quoi. Mais en tout cas, d'avoir des bases un peu théoriques, comme enfin, des éléments de langage, mettre des mots sur les choses, le fait d'en parler, bah, de montrer que ça existe, que c'est des choses qui sont étudiées, qui sont documentées, qui concernent tout le monde, je pense que ça enclenche un processus quand même de prise de conscience. Ouais. Mais globalement, ouais, globalement, c'est toujours une question d'avoir conscience des choses, hein. Et Mm. ça peut être un constat très dérangeant, à mon avis, pour beaucoup de gens, parce que ce qu'on décrit, bah, il y a aussi beaucoup de gens, forcément, qui disent, oui, mais attends, c'est-à-dire que moi, ce que je vis dans ma vie de tous les jours, etc., mais en fait, c'est pas satisfaisant, quoi. C'est pas satisfaisant pour moi. Euh, et ça peut, ouais, c'est un constat qui peut faire mal aussi, je pense. T'as raison. Et comme tu dis, l'idée, c'est pas de culpabiliser les gens, surtout pas, parce que la culpabilité, ça va pas aller dans le sens de leur bien-être, Mhm. bien au contraire. Du coup, ce qui va être intéressant, c'est pour les personnes qui connaissaient pas du tout le concept, de pouvoir maintenant, après avoir écouté ou regardé cet épisode, de se dire, ben tiens, allez, cette semaine, je vais essayer d'être attentif ou attentive au moment où je suis bien, où je fais quelque chose dans lequel je me sens à l'aise, où les gestes se font d'eux-mêmes, où j'ai une satisfaction de réussir quelque chose. Ça peut être vraiment quelque chose de très très simple et où ben, je ne pensais à rien, où j'étais vraiment dans mon activité et peut-être commencer à repérer ces moments-là parce qu'il y en a forcément. Ça peut être très fugace, ça peut être il peut ne pas y en avoir beaucoup, mais il y en a forcément. Et du coup, bah, de prêter attention à ça. Et puis peut-être, bah, plus on va être attentif à sa journée, à essayer de voir quand est-ce qu'on a ressenti ça, et plus on va se rendre compte qu'il y en a de plus en plus finalement. Et ça peut peut-être aussi aider à se dire, ben, à chaque fois que je fais ça, je ressens cet état de flow, ben, je vais peut-être le faire plus souvent. J'avais l'impression que c'était une activité qui n'était pas utile, mais finalement, elle est utile parce que elle est bénéfique pour mon bien-être, quoi. C'est un recadrage qui est important, hein, utile, utile pour qui, quoi. Ouais, utile pour qui. Mais je pense, ouais, comme tu le dis, il y a peut-être le fait de se mettre un peu, pas un objectif, mais de se donner un petit défi. Tiens, aujourd'hui, je fais cette activité, mais ne serait-ce que 2 minutes, 1 minute, ça peut faire déjà une différence considérable, hein. Ou de faire des choses qu'on fait déjà, mais plus en conscience. Oui, Euh, Tu sais, je parlais de TikTok tout à l'heure. Moi, il y a des trucs, enfin, je regarde pas TikTok, mais je regarde d'autres trucs équivalents, tu vois, où tu vois souvent, c'est pas des, c'est souvent des Asiatiques, souvent des Chinois. Donc, je sais pas, il y a peut-être une culture un peu du geste parfait, tu vois. Mais tu vois, le Chinois qui fait ses nouilles sur TikTok, c'est un ninja, tu vois. C'est un ninja de la nuit sautée, où tu vois des vidéos comme ça. Extreme workers, tu vois, les gens qui travaillent dans des ateliers de mécanique ou tu vois, les maçons sur TikTok qui t'envoient des briques, qui te montent des murs comme, voilà, un peu comme des ninjas. Pour moi, ils ont un flow dans des choses que nous, on considérerait comme extrêmement pénibles, quoi. Donc, ça peut être aussi de revenir, de faire les choses en conscience, quoi, de faire les choses consciemment. Euh, mais bon, alors ça, c'est un travail qui devrait être individualisé. Moi, je pense qu'une bonne approche, sinon, euh, c'est de tenir un journal. C'est de tenir un journal personnel. Un journal intime, si on veut, mais il ne s'agit pas forcément de raconter, cher journal, aujourd'hui, Jason m'a regardé, etc. Euh, mais de noter ce qu'on fait au quotidien, de garder une trace. Ça peut être aujourd'hui, j'ai fumé 12 cigarettes, j'ai bu 3 cafés, mais j'ai fait ça, je me suis senti bien, j'ai fait ça, je me suis pas senti bien. Euh, Il y a beaucoup de gens qui ont des réserves là-dessus parce que ça leur paraît contraignant, alors que ça pourrait prendre seulement quelques minutes. Mais bon, la notion de contrainte est relative. Mais surtout, qui ont du mal avec le côté narcissique, euh, enfin, qui apparaît comme narcissique de tenir un journal. Moi, je reste convaincu que c'est une pratique extrêmement saine, au contraire.
Et on peut tenir un journal sur son téléphone. Il y a des applications pour ça. Il y a un bloc-notes. Euh, voilà. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Ben, en fait, tu le savais pas, mais tu es en train de faire le lien avec quelque chose que je suis en train de préparer. Alors, Eh ben, je le savais. j'en dis pas trop pour l'instant, non, tu savais pas. Mais bah, je vous invite à surveiller mes publications dans les semaines à venir parce que je suis en train justement de préparer un outil, mais quelque chose de très ludique, très simple et qui sera en rapport justement avec ce que tu viens de dire, c'est-à-dire bah, pouvoir écrire un journal ou quelque chose comme ça. J'essaie de pas trop en dire, je garde le suspense. Mais voilà, l'idée sera un outil comme ça, sympa, simple et justement sans lourdeur, quoi. Pas ce côté formel, je tiens un journal, mais voilà, suspense. Bon, comme quoi, ça correspond à des besoins réels, ce que tu veux proposer, hein. Tout à Euh, fait. Moi, je suis vraiment convaincu des bienfaits de tenir un journal personnel et j'essaie d'appliquer mes propres conseils, mais il y a aussi beaucoup de moments où j'ai énormément de mal à m'y mettre parce que j'ai l'impression d'écrire toujours les mêmes choses, parce que des fois j'ai la flemme, parce que des fois j'ai l'impression que ça sert à rien, et puis je me retrouve des fois avec 3 jours, une semaine où j'ai rien écrit. Et quand je m'y remets, en même temps, j'ai plein de choses à déverser, mais en même temps, le redémarrage est très compliqué parce que j'ai perdu l'habitude. Donc, oui, Comment des tu outils. écris? Tu écris ce qui te vient ou tu as quelque chose qui te guide? C'est variable, mais en général, j'écris souvent le matin, souvent au réveil, avec le café, tu vois, ou même les semaines où mon fils est à la maison, je vais me lever un peu plus tôt pour avoir 5 10 minutes tranquille et j'écris tout ce qui me passe par la tête. Et D'accord. alors, c'est pas de l'écriture automatique, mais c'est vraiment voilà, tout ce qui m'encombre. Donc, j'ai tendance à réfléchir un peu plus vite que j'écris. Donc, Oui. j'écris très mal, j'arrive pas à me redire, ça ressemble à rien. Hmm. Voilà, tout ce que j'ai dans la tête et souvent tout ce qui me préoccupe. Voilà. Et parfois, j'écris les choses sous forme de questions. Tiens, comment je pourrais faire pour gérer ce truc-là? Voilà, comment je pourrais trouver telle réponse? Et je vais laisser les questions. Le fait d'écrire les questions me décharge le cerveau. Après, j'y Oui. pense pas. Et c'est après, comme tu décrivais tout à l'heure, un peu avec les modes par défaut pour la créativité, le fait de ne plus y penser fait qu'au bout d'un moment, tu as une réponse qui te vient, ou alors que le problème qui te paraissait urgent, important, vital, le problème a disparu ou perdu de son importance. Enfin, c'est assez fascinant de voir comment on en a parlé un peu avec l'épisode, c'est pas qu'on peut contrôler nos états de conscience, mais c'est de se rappeler de temps en temps à quel point nos états émotionnels, nos états de conscience, notre état mental, à quel point il est instable en fait, Oui. à quel point c'est volatile. Mais quand tu es pris dans une émotion, quelle qu'elle soit, ou dans une rumination, tu as l'impression que ça a toujours été comme ça et que ce sera toujours comme ça. Mhm. Et j'ai une autre question. Est-ce que tu relis parfois ce que tu as écrit? Non, jamais. Jamais. D'ailleurs, je me suis même demandé si c'était pas fait, enfin, si j'écris tellement mal, c'est pour pas être lu, en fait, Hmm. pour protéger un peu l'intimité. Donc, non, je relis jamais, jamais ce que j'écris. Le principe d'écrire, se suffit à lui-même. Ouais. Ok. Comme quand tu prends des notes dans un cours, tu vois, c'est plus pour Exact. fixer les informations que pour relire les fiches, quoi. Hmm. Tu voulais nous proposer une expérience, mais avant ça, tu avais des sources à proposer pour les gens, pour s'informer, pour aller plus loin dans le sujet. Alors, c'est pas tout à fait un essai ou pour aller plus loin dans le sujet. C'est pas à ça que j'avais pensé, mais c'est vrai que j'aime bien proposer en fin d'épisode une ressource culturelle. Et là, en fait, j'ai pensé à un livre qui a été mon livre culte pendant de nombreuses années et que je relisais chaque année. Bon, maintenant, je le lis moins, dû à mon âge avancé. Mais en fait, c'est un bouquin qui est tout à fait en lien avec le sujet du jour, qui est le flow. Donc le livre, c'est Sur la route de Jack Kerouac. Et en fait, je vous explique en quoi il y a un lien. C'est parce que son processus d'écriture, c'était un processus très particulier où l'idée, c'était d'écrire de manière
sans réfléchir en fait, très spontanément. Donc c'est une écriture très spontanée qui est un peu, comme un flot de paroles, mais couché sur le papier. Et donc toute l'œuvre de Kerouac est dans cette, dynamique-là d'écriture. Alors j'ai plus le nom exact du processus, mais en gros c'est presque écriture automatique. Voilà, c'est j'écris, ce qui me passe par la tête, même si ça reste quand même assez structuré, chez Kerouac. Et dans ce livre-là en particulier, il y a beaucoup de moments où ils sont dans des clubs de jazz, où ils vont écouter des musiciens. Et donc, dans le langage beatnik, il y a ce qu'on appelle le hit. Et le hit, bah, c'est le moment où le jazz band est à fond dans son impro et où tout est soudain fluide, plaisant, tout le monde est subjugué par ce qui se passe, on ne réfléchit plus. Il y a comme un moment comme ça suspendu. Et à mon avis, je pense que là, on est dans le flow. Voilà, voilà, pour la Merci, ressource. merci pour cette recommandation. Mhm. Et je connais pas ce livre, donc ce sera l'occasion. Donc c'est Sur la route de Jack Kerouac. Ouais, ah, c'est un classique, hein, il faut le Ouais, lire. j'en ai entendu parler, mais tu vois, comme beaucoup de classiques, le problème des classiques, c'est que d'en entendre parler, ça suffit, quoi. Ouais. Après, c'est vrai que c'est un livre, c'est bien de le lire quand tu as 20 ans, je pense. C'est le meilleur moment. Ouais, je sais pas. Bon, après, ça peut, un peu de nostalgie, ça peut être intéressant, hein. Mhm. Le hit, donc, Ouais, non, j'ai vraiment une image mentale du club de jazz avec ce truc où tout le monde est connecté à tout. Ouais, c'est une représentation assez précise, quoi, cette notion de hit. mais je Ouais, trouve que des ça moments rejoint ce que tu de disais tout grâce, à hein. l'heure au fait de jouer à plusieurs. Ouais. Que tu disais que pour toi, c'est important d'être bah, avec ton cousin ou de partager la musique, en fait, de pas forcément être tout seul. J'ai l'impression que j'ai pas tellement de moments comme ça dans la vie où je vais être vraiment dans un flow. Moi, j'ai l'impression que mon attention se disperse assez facilement, quoi. Et peut-être des moments où j'enregistre des podcasts tout seul parce que tu sais, tu vois, tu remplis, tu rentres dans un espèce de, je sais pas, une espèce de transe un peu, Oui, un peu comme ça, mais c'est vrai que c'est plus quelque chose pour moi qui est associé à la présence des autres, tu vois. oui, De jouer ou certains jeux de société, tu vois, comme par exemple Carcassonne, où ça, c'est un jeu qui est très prenant, mais enfin, tout seul, ça marche pas, quoi. Ouais, c'est intéressant. Après, c'est des critères qui sont propres à chaque personne et qu'il faut connaître, en fait, quoi. Qu'il faut oui. connaître. Parce qu'on peut se sentir obligé de faire tel truc parce que tout le monde le fait. Je regarde telle série parce que tout le monde le fait. Je joue au Sudoku parce que tout le monde le fait. Tout le monde dit que c'est génial. Mais en fait, de prendre un moment pour observer comment on le vit, bah, peut-être que je vais me rendre compte finalement, donc cette série-là, en fait, c'est du déjà vu, ou que le Sudoku, bon, bah, peut-être que je préfère autre chose, j'en sais rien. C'est hyper D'avoir, dur de connaître ses vraies envies et ses vrais besoins et de se libérer ben, des modèles ou des injonctions dans tous les domaines, finalement. c'est un vrai sujet en soi, ça, mais Mm. les goûts, ouais, les goûts et les couleurs, dans quelle mesure c'est vraiment ce qu'on aime, ou dans quelle mesure c'est déterminé socialement, ça, Ouais, c'est un vrai sujet en soi. ouais. Ce Et sera le prochain épisode. il faudrait plusieurs heures pour débattre du sujet. Est-ce que, est-ce qu'on a encore quelque chose à dire sur cette notion de flow, Valérie? Moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, en tout cas tout ce que je souhaitais creuser et partager. Donc, de mon côté, Moi c'est tout. aussi, largement. Est-ce qu'on peut faire une synthèse de ce qui s'est dit? Oui, moi, pour résumer, moi, ce que je retiendrai, c'est que le flow, ben, je reprends ma définition de départ, hein, c'est quand il y a un parfait équilibre entre l'attention, les émotions et les capacités motrices. Quand on est dans un niveau de difficulté suffisant pour être stimulant sans être stressant et qu'on a une certaine perte de notion du temps et de notion de soi. Voilà, comme ça que je résumerai. Et toi, qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que j'en retiens? J'en retiens que c'est quelque chose finalement qui est beaucoup plus accessible que je le considérais avant qu'on en parle tous les deux.
qu'il y a des choses à remettre en place, que ça peut demander un petit effort, que c'est jamais garanti, mais que ça fait aussi partie des choses, mais ouais, que l'amélioration de la qualité de vie, elle est quand même accessible dans une certaine mesure pour chaque personne, quoi. Mais pour ça, il faut prendre conscience des choses et c'est important d'être informé. Euh, voilà, le savoir, c'est le pouvoir. Ouais. Et donc, tu voulais nous proposer une expérience pour conclure, Valérie? Oui. Alors, une expérience, plutôt une réflexion, on va dire. Une réflexion. Mm. OK. En fait, je vais vous demander de prendre tous, là, toutes les personnes qui nous écoutent, et puis toi aussi, Manu, si tu veux, Oui. quelques minutes pour laisser venir les images et les sensations de toutes les fois où vous vous sentez complètement à ce que vous êtes en train de faire. Comme si, en fait, l'action que vous étiez en train de faire, bah, il n'y avait que ça qui comptait. Et puis peut-être que c'est quelque chose que vous avez fait hier, mais c'est peut-être aussi quelque chose que vous avez fait il y a très longtemps quand vous étiez petit. Ça peut être quelque chose que vous faites avec des amis, avec de la famille, ou tout seul, toute seule. Un moment où en fait vous vous sentez ben, parfaitement à votre place, parfaitement compétent, puis comme s'il y avait une espèce de légèreté, une fluidité, comme si ben, tout s'enchaîne super bien. Puis quand vous aurez fini d'écouter cet épisode, peut-être que vous allez recommencer à avoir cette réflexion. Peut-être qu'il va y avoir des envies de choses que vous n'avez pas faites depuis longtemps et que vous vous dites, ah ouais, quand je faisais ça, j'étais vraiment bien. Peut-être le noter dans un coin. Noter dans un coin des petites choses simples, agréables, que vous aimez faire ou que vous aimeriez refaire. Voilà, tout simplement. Du coup, moi là, j'ai envie d'aller faire du roller.